Maintenant, on va parler des gestions des entrées-sorties dans Linux. Donc, l'implémentation des interruptions matérielles se fait selon deux plans. On a ce qu'on appelle la moitié supérieure, le top half. Donc, ça, c'est la partie où là, on veut faire un traitement court immédiat. On reçoit une interruption matérielle sur une ligne directe là, vers le processeur. Donc, on a une routine qu'on veut exécuter immédiatement, qu'on veut faire tout de suite, qui est nécessaire. On a reçu un paquet réseau, on a de l'information dans un tampon, il faut vider le tampon. Donc là, on peut faire ça dans la moitié supérieure. Donc, lire un tampon de la carte réseau, le copier en mémoire sans nécessairement le gérer. Puis la routine, donc ça, c'était fait dans la routine de traitement de l'interruption. Donc, on reçoit une interruption dans le processeur, une interruption matérielle. On fait le traitement immédiat requis dans la moitié supérieure et on s'arrête là. Puis là, l'idée, c'est que la moitié supérieure n'est pas préemptible. C'est pour ça qu'on doit faire des traitements très courts autant que possible, parce qu'on ne peut pas préempter une interruption matérielle comme ça. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dans la moitié supérieure, définir des traitements qui sont plus longs, plus complexes, qui sont dans la moitié inférieure. Donc, ils sont produits, ces traitements-là sont comme générés à partir de l'exécution de la moitié supérieure. Puis, on va donc générer une tâche qui peut être traitée par ce qu'on appelle des soft IRQs ou des tasklets ou des fils de travail. Il y a différents mécanismes disponibles pour pouvoir faire le traitement dans la moitié inférieure selon ce qu'on a comme traitement à faire. Donc, un tasklet, en soi, c'est une petite tâche qui est placée dans l'ordonnanceur puis qui va être fait, qui correspond à une exécution différée. C'est-à-dire qu'on va comme exécuter ça un peu plus tard. C'est dans l'ordonnanceur, ça ne sera pas fait de façon immédiate, mais ça va faire le traitement qui doit être fait dans la suite de l'interruption qu'on a reçue. On a aussi une file de travail. Donc, ça, une file de travail, c'est des tâches qu'on peut mettre en attente de traitement puis qui vont être exécutées par des code-threads. Donc, les code-threads vont ramasser, vont traiter cette file-là puis ils vont faire l'exécution. Donc, ça, on va revenir à ça un peu plus tard, les questions finalement de tasklet, de file d'attente et tout ça, pas la semaine prochaine, mais la prochaine présentation pour l'implémentation de pilotes de périphériques, on va couvrir ça. Maintenant, il y a aussi les questions d'entrée-sortie dans Linux. On a deux types de dispositifs dans Linux. On a les dispositifs de blocs, ce qu'on appelle les blocs devices. Donc, ça, c'est des blocs qui peuvent être accédés de façon aléatoire. Ça correspond beaucoup à ce qu'on a comme mémoire, de la mémoire flash ou un disque dur externe, disque dur interne, peu importe. Donc, les dispositifs de blocs permettent d'accéder à des morceaux de façon aléatoire comme on veut. Donc, ça, c'est accessible directement par une certaine interface. On peut parler aussi de lecteur optique pour ceux qui ont encore des lecteurs DVD. Ben, les DVD en soi, la lecture de DVD se fait avec des dispositifs de blocs. On a aussi des dispositifs de caractère, character device. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un mécanisme basé sur un flow. Donc, on a vraiment une séquence avec des données séquentielles qu'on reçoit ou qu'on envoie. Un exemple de ça, c'est le port série. Donc, si on connecte un port série à un ordinateur, la façon dont c'est géré dans Linux, ça va être géré comme étant un dispositif de caractère. Un clavier où on tape des touches, ça aussi, c'est un dispositif de caractère. Dans le noyau, les dispositifs de blocs sont beaucoup plus complexes à gérer que les dispositifs de caractère. Donc, il y a toute une structure générique interne dans le noyau pour gérer l'accès aux dispositifs de blocs. Donc, c'est quelque chose qui est disponible, qui est quand même assez générique. Il y a des requêtes d'accès qui se font avec des files d'attente, etc. Je vais vous présenter ça plus en détail dans la prochaine présentation sur les pilotes de périphériques. L'ordonnanceur des entrées-sorties, lui, il existe. Donc, c'est un ordonnanceur, pas pour l'exécution des processus, mais pour dire quelles sont les entrées-sorties qui sont gérées. Où est-ce qu'on va lire, où est-ce qu'on va écrire dans les dispositifs à bloc. Donc, pour les dispositifs de caractère, il n'y a pas de problème. Ça se fait, c'est un flow continu, c'est quand même très facile à gérer. Mais dans les dispositifs à bloc, ça nous prend des ordonnanceurs de requêtes d'entrée-sortie. Ça vise à être plus efficace parce qu'il va comme fusionner des requêtes d'accès séquentielles pour maximiser la performance. L'ordonnanceur des entrées-sorties, son objectif, c'est de réduire les temps d'accès
pour augmenter le débit global. Donc, on sait que l'ordonnanceur peut être injuste avec certaines requêtes. Puis, ce n'est pas grave parce que nous, ce qu'on veut ici, contrairement à l'ordonnancement des processus, c'est qu'on veut améliorer la performance globale parce qu'on sait que les entrées-sorties, ça peut être très long. Même si c'est un peu injuste, ça permet d'avoir les meilleurs débits possibles. Donc, il y a différentes opérations qui sont faites dans notre ordonnanceur d'entrée-sortie dans Linux pour les dispositifs de bloc. On a d'abord la fusion et le tri. Donc, on peut avoir des requêtes à des emplacements consécutifs. Donc, au lieu de faire 5 requêtes consécutives, on va faire une grosse qui va requérir possiblement 5 blocs selon. On peut aussi les trier. Dans le fond, si on les reçoit dans le désordre, on est capable de les réorganiser parce qu'on sait qu'on a accès, surtout avec les disques durs magnétiques, c'est beaucoup plus efficace si on y va dans l'ordre séquentiel, dans l'ordre d'adresse, finalement, dans l'ordre de placement sur le disque dur. Mais ça, si on fait un certain tri, on peut tirer avantage de ça. On peut faire en sorte que ça va être plus efficace que si on y allait dans l'ordre reçu. Donc, ça permet d'optimiser le transfert de données. Ceci dit, on a dit qu'on peut être injuste dans le sens que certaines requêtes peuvent être mises de côté, prendre un certain temps avant de s'exécuter. Dans le fond, on a un ordonnanceur de type deadline, là, c'est-à-dire que chaque requête a une échéance. Donc, on parle de 500 millisecondes pour une lecture, puis de 5 secondes en écriture. Puis, on a 3 files d'attente. Donc, une file de lecture, une file d'écriture et une file triée. Donc, dans la file triée, on va fusionner et trier les requêtes. Donc, on va faire le travail pour être efficace, de s'assurer que ça fonctionne bien. Puis, les requêtes sont insérées dans le fond dans 2 des 3 fils. Si c'est une requête en lecture, on va faire une insertion dans la file de lecture, dans la file triée. Si c'est une opération d'écriture, on fait ça dans la file d'écriture et la file triée. Puis ensuite, on va traiter les requêtes de file triée en priorité, sauf lorsqu'on voit que dans la file de lecture ou la file d'écriture, il y a une tâche qui est sur le point d'expirer ou qui a expiré. Donc là, ça veut dire qu'on va revenir à ces fils-là, puis on va exécuter les tâches de lecture-écriture qui sont expirées en priorité jusqu'à temps qu'on atteigne des fils qui ont encore que le délai n'est pas atteint, ou là, on va reprioriser les fils triés. Ça, c'est pour éviter finalement que les délais soient trop longs. On s'attend que s'il n'y a pas trop d'entrée-sortie, normalement, on devrait se concentrer sur la file triée. On devrait être capable de traiter les requêtes avant que le délai soit dépassé, mais quand même, on a ce filet-là de sécurité qui s'assure que les requêtes qui ont été faites il y a un bon moment en lecture ou un bon moment en écriture sont traitées. Il y a 3 autres ordonnanceurs des entrées-sorties qui sont présents dans Linux, mais je vais vous épargner un peu le détail pour ces cas-là.